Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui on se retrouve pour des histoires d'obéissance malicieuse. L'histoire suivante est postée par un compte qui a été supprimé. L'un des professeurs de ma faculté de droit était avocat commis d'office à Philadelphie, en Pennsylvanie, avant de venir travailler à mon école. Il m'a raconté l'histoire d'un juge masculin particulièrement coincé, lire sexiste, et d'une avocate qui faisait exactement ce qui lui avait été demandé. L'audience commence. L'avocate entre, vêtue d'un tailleur pantalon qui ne déparerait pas dans n'importe quelle salle d'audience d'Amérique. Le juge, un vieil homme, élève la voix, pointe son doigt vers l'avocate et lui dit « Ne revenez pas dans ma salle d'audience tant que vous n'êtes pas habillé correctement. Les femmes ne portent pas de pantalon dans mon tribunal. » L'avocate ne répond pas. Elle sort simplement de la salle d'audience. Quelques minutes plus tard, elle revient, portant sa veste de costume et c'est tout. Voyez-vous, sa veste était coupée en longueur, donc, toute seule, elle tombait un peu au-dessus de ses genoux. Elle est simplement entrée dans les toilettes, a enlevé son pantalon et est revenue au tribunal. Le juge n'a plus jamais appliqué la règle « les femmes ne peuvent pas porter de pantalon » dans sa salle d'audience. Et l'avocate, elle a pas moyen de coller un procès aux fesses du juge pour genre sexisme ? Ce serait pas mal, non ? On a une histoire rigolote dans les commentaires qui a été postée par FNDork. Une de mes anciennes collègues de travail avait une fille qui avait la mauvaise habitude d'écrire sur les murs. Un jour, elle en a eu tellement marre de la dite fille que, de rage, elle a promis de casser tous les crayons de sa fille si elle recommençait à dessiner sur les murs de sa chambre. 45 minutes très calmes plus tard, cela aurait dû être un signal d'alarme, elle a découvert que sa fille avait écrit sur toutes les surfaces de sa chambre, à l'exception des murs. Le lit, le cadre de lit, le matelas, la table de nuit, la commode, les fenêtres, les draps, la veilleuse, la lampe de chevet, l'abat-jour, le tapis, la bouche d'aération, les jouets, les livres, tout ! Cette petite fille a grandi et est devenue avocate. Elle a fait ce qui lui a été demandé, on peut pas le lui reprocher. L'histoire suivante est postée par More Input. Pour la petite histoire, je travaille dans les services de santé mentale et de toxicomanie. Cela fait maintenant longtemps que j'occupe mon emploi. Ma patronne n'est jamais disponible pour nous aider et n'est pratiquement pas sur place. Récemment, elle a eu un nouveau directeur qui n'était pas impressionné par son éthique de travail. Mais il y a eu le confinement et il a dû se protéger. Donc elle est revenue directement à ses anciennes habitudes. La patronne me demande souvent de faire son travail pour elle afin d'éviter qu'elle ne vienne, ce que je n'ai jamais refusé de faire jusqu'à récemment. J'ai eu une réunion avec ma patronne après un incident au travail où quelqu'un a essayé de m'agresser. J'ai dit à ma patronne que je ne me sentais pas soutenu par elle après l'incident parce qu'elle n'était pas présente et qu'elle n'a pas bien géré la situation par la suite. Au milieu de la réunion, la patronne me dit « Tu pourrais peut-être envisager un travail plus facile dans un autre service. » Quoi ? Pourquoi ? Eh bien, tu acceptes beaucoup de travail supplémentaire dont tu n'as pas besoin. Peut-être devrais-tu apprendre à dire non à tout ce travail. J'ai demandé s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma qualité de travail, si elle avait des préoccupations, etc. Et elle a dit non. 3 mois plus tard, 4 membres de l'équipe partent et 2 nouvelles personnes sont embauchées. Oh, Hopi, peux-tu initier les nouveaux arrivants dès leur premier jour ? Désolé patronne, c'est le travail d'un manager. Peux-tu compléter l'évaluation des risques d'incendie ? Désolé patronne, c'est le travail du manager. Au bout d'un moment, elle arrête de me demander des choses. Elle est en télétravail, mais je suis presque sûr qu'elle a dit à son directeur qu'elle était sur place pendant toute la durée du confinement. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Puis un jour, un énorme incident éclate avec les résidents. Les services d'urgence sont appelés, etc. J'appelle ma patronne et je lui explique ce qui s'est passé. Hopi, peux-tu faire un suivi avec les services d'urgence, le personnel et les résidents concernés, et rédiger le rapport, et me l'envoyer directement, s'il te plaît ? Désolé patronne, vous devriez venir pour gérer cela. Je ne suis pas un manager, ce n'est pas mon travail. Juste pour une fois, s'il te plaît. J'ai refusé de gérer l'incident. Il s'est avéré qu'elle rendait visite à un ami qui vivait sur la côte, alors qu'elle était censée être sur le site. Quelqu'un l'a accidentellement fait savoir à son supérieur lorsqu'il a signalé l'incident et qu'il n'y avait personne pour gérer. Puis, il m'a demandé de m'occuper de l'incident. J'ai expliqué que je ne pouvais pas, et que la patronne m'avait signalé que je prenais trop de travail. Une enquête complète a été lancée sur sa conduite et sa capacité à faire son travail. Le directeur me parle maintenant directement et me supervise. Il m'aide à postuler pour une promotion. La patronne est en congé en attendant l'enquête. Pour les personnes qui posent la question, oui, j'ai maintenant un poste de manager dans un nouveau service que j'ai contribué à créer. Mon ancienne manageuse est tombée malade pendant plusieurs semaines et n'est pas revenue depuis.
Tu fais mon travail à ma place, mais si jamais tu te sens surchargé, tu devrais apprendre à dire non aux gens, sauf à moi bien entendu. L'histoire suivante est postée par Rook218. Au lycée, vers 2010, j'avais l'habitude de travailler la fermeture de Dunkin' Donuts le dimanche soir. Selon la politique de l'entreprise, je pouvais mettre en boîte 2 douzaines de donuts pour les ramener à la maison avant de jeter le reste. Une douzaine partait avec mon père au travail le matin, une autre m'accompagnait à l'école. Plus précisément, à mon cours d'espagnol, qui était un groupe assez petit et assez soudé. Ce qui a tendance à se produire lorsqu'une grande partie du travail de cours consiste à pratiquer des conversations les uns avec les autres. Cette habitude d'apporter des donuts tous les lundis a fait germer une idée dans la tête d'une de mes camarades de classe. Elle s'appelle Anne dans cette histoire. Puisque c'est si agréable d'avoir des donuts une fois par semaine, nous devrions organiser un goûter hebdomadaire où tout le monde pourrait apporter quelque chose. Ils ont décidé que ce serait le jeudi, et j'ai dit que je continuerais à apporter des donuts chaque semaine, le lundi, comme contribution. Tout le monde était d'accord, sauf Anne. Non, le jour de goûter était le jeudi, et si tu n'apportes rien au goûter du jeudi, alors tu n'es pas le bienvenu. J'étais assez énervé, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Ce n'est qu'un seul goûter, une seule fois. Puis j'ai réfléchi, je devais seulement apporter une collation, pas quelque chose de sucré ou de délicieux, ou même d'appétissant. Tant que c'était comestible, ça comptait. Lors de mon prochain quart de fermeture, j'ai pris une boîte de 12 vides supplémentaires. Je suis allé au magasin le mercredi soir et j'ai acheté un sac de 5 livres de pommes de terre, je les ai lavées, mises dans la boîte et j'ai déposé la boîte tôt le matin à mon cours d'espagnol pour que personne ne s'aperçoive de son contenu. Apparemment, les classes précédentes avaient vu la boîte posée sur une étagère et avaient dit à notre classe que nous avions des donuts. Tout le monde était ravi. Je les ai apportés et je les ai posés sur le projecteur, en faisant de mon mieux pour ne pas trahir le poids supplémentaire. Ils se sont tous précipités avec enthousiasme et c'est Anne elle-même qui a ouvert la boîte. Son expression dépitée s'est transformée en frustration. « Tu étais censé apporter un goûter aujourd'hui !» Je l'ai fait, et je me suis approché de la boîte en attrapant une pomme de terre, en mordant dedans, tout en établissant un contact visuel direct avec elle. « Tu n'es pas obligé d'en prendre si tu ne veux pas. » Tout le monde est retourné à son bureau en traînant les pieds. Et Anne a essayé désespérément de trouver une excuse, mais elle ne venait pas. J'ai fini ma pomme de terre triomphalement, et j'ai ramené le reste à la maison, pour ma mère après l'école. La condition était remplie, et elle ne pouvait plus essayer de m'exclure du jour de goûter hebdomadaire. Tous les autres élèves de la classe qui pensaient qu'elle exagérait ont trouvé cette blague hilarante après avoir surmonté leur déception initiale. Ce que tu fais est génial, merci de l'avoir fait jusque-là, mais maintenant on va avoir un jour de goûter dans la semaine et il faudra respecter ce jour, même pour toi qui le fais depuis le début, et tu seras obligé d'en ramener au moins une fois, parce que sinon t'auras pas de goûter. Grognasse. L'histoire suivante est postée par Léa Leport. Il y a de nombreuses années, lorsque j'étais encore à l'école, j'ai eu un problème dans une de mes classes. Le garçon qui était assis derrière moi n'arrêtait pas d'essayer de défaire mon soutien-gorge. J'en ai eu assez et j'ai demandé si je pouvais changer de place. Le professeur a refusé, même après que je lui ai expliqué pourquoi. Il m'a dit « Les garçons seront des garçons, alors ignore-le ». Puis il m'a dit que si je m'asseyais pas et ne faisais pas mon travail, je devrais aller voir la directrice et lui expliquer exactement pourquoi est-ce que je perturbais le cours. Je suis resté debout et on m'a envoyé dehors. Je suis allé voir la directrice et j'ai tout expliqué comme le voulait le professeur. Cette directrice n'avait commencé à travailler à l'école que quelques mois auparavant et avait mis en place une politique selon laquelle les interférences avec les vêtements d'autrui n'étaient pas tolérées. C'était à cause des nombreuses filles qui s'étaient plaintes que les garçons touchaient à leur soutien-gorge et parfois même à leurs sous-vêtements. La directrice de l'école était très mécontente, surtout à propos de la phrase « Les garçons seront des garçons », et elle m'a raccompagné en classe et m'a dit de m'asseoir où je voulais. Elle a ensuite demandé à l'enseignant et au garçon de sortir avec elle. Le professeur est revenu 15 minutes plus tard et s'est excusé auprès de moi. Je pense que c'est la directrice qui l'a forcé, car il n'avait pas l'air content et il m'a consciencieusement ignoré à chaque cours pendant une quinzaine de jours. Le garçon n'est pas revenu en classe, et lors de l'assemblée de l'après-midi, tout le monde a appris qu'il avait été suspendu pendant 3 jours pour ce qu'il avait fait. C'était sans doute un peu déplacé de voir à quel point j'étais satisfaite du résultat final. Je n'ai plus jamais entendu ce professeur renvoyer quelqu'un chez la directrice. Cette phrase « les garçons sont des garçons », c'est à utiliser dans un contexte quand ils font un truc stupide pour s'amuser entre eux, pas quand ils sont en train d'harceler quelqu'un. L'histoire suivante est postée par Clintosaurus Rex. Il y a environ 10 ans, ma petite amie de l'époque, aujourd'hui ma femme, et moi avons déménagé de l'appartement où nous étions pour nos études universitaires afin de nous installer dans un appartement près de l'endroit où nous avions l'intention de commencer notre carrière.
Je dis que c'était un appartement, mais c'était en fait le sous-sol d'une maison que la propriétaire avait séparée pour créer 2 appartements à louer. L'endroit était un peu minable, mais le loyer n'était pas cher pour le quartier et nous étions proches de notre travail. Tout s'est bien passé pendant quelques mois, mais le seul endroit où nous pouvions nous garer était la rue devant la maison. Le couple qui louait l'appartement à l'étage avait droit au garage et à l'allée. Ils payaient plus cher que nous. Mais ma voiture a reçu quelques contraventions pour s'être garée dans la rue. Je suppose qu'un flic à la noix devait atteindre son quota. Et la voiture de ma copine a été percutée par un chauffard. Il fallait que ces bêtises cessent. Alors nous avons envoyé un mail à la propriétaire, son moyen de communication préféré, pour lui demander s'il y avait un endroit sûr où nous pouvions nous garer. Elle a répondu « Garez-vous où vous voulez ». Nous avions remarqué que nos voisins du dessus évitaient généralement l'allée pour se garer dans le jardin avant. Ils étaient horriblement paresseux. Alors nous nous sommes dit que ce serait un bon endroit pour nous aussi. Nous nous sommes garés dans le jardin avant le reste de l'année. Nous nous sommes dit que ce serait la fin de l'histoire. Nous avons terminé notre bail, laissé l'endroit en meilleur état que nous l'avions trouvé et demandé à récupérer notre dépôt de garantie de 1500 $. Quelques semaines plus tard, nous avons reçu un chèque de 700 $. C'est quoi ce bazar ? Comme il n'y avait pas d'explication, nous en avons demandé une à la propriétaire, qui nous a répondu que le montant déduit servait à refaire la pelouse, sous prétexte que le stationnement l'avait endommagé. Or, c'est moi qui ai coupé l'herbe de cette maison lorsque nous y avons séjourné, et je savais donc très bien que la pelouse était davantage composée de mauvaises herbes et de trous que d'herbes. Imaginez la savane africaine au milieu de l'été. Personne n'avait jamais levé le petit doigt pour aménager la propriété, mais la propriétaire voulait vendre la maison une fois les baux terminés, et elle pensait qu'elle pourrait demander au locataire de payer pour une belle pelouse toute neuve. Je me suis plaint à la propriétaire, elle s'en moque. J'ai déposé une plainte auprès du service du logement, ils n'ont rien fait. J'ai menacé de la poursuivre en justice, ça n'a rien changé. Alors, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai traîné devant le tribunal des petites créances. Je n'avais jamais intenté de procès à personne auparavant, alors j'y suis allé préparer. J'ai pris des photos de tout le jardin avant. La zone que nous avions endommagée était en fait l'une des meilleures parcelles de gazon, même si elle présentait une petite ornière que mes pneus avaient creusée lorsque le jardin était boueux en été. J'ai obtenu des témoignages de nos voisins du dessus et de l'autre côté de la rue. Plus important encore, j'ai imprimé le mail où la propriétaire nous disait de nous garer n'importe où. Nous demandions 1800 $ pour couvrir les frais de justice et le fait que nous manquions tous les deux une journée de travail, en plus de la totalité du dépôt de garantie. Lors de la médiation, nous avons dit que nous nous arrangerions pour 1400 $, mais elle devait penser qu'elle avait raison, parce qu'elle a refusé d'offrir 1 centime de plus que le chèque original de 700 $ que nous n'avions jamais encaissé. Lorsque nous nous sommes retrouvés devant le juge, il était assez clair qu'elle n'avait aucune preuve, qu'elle n'avait rien préparé et qu'elle supposait simplement que nous, les enfants, allions nous vautrer. Nous ne nous sommes pas découragés. Nous avons mis tout ce que nous avions devant le juge et avons fait notre demande. Il était impressionné. Il nous a arrêtés lorsque nous lui avons montré le mail pour demander à la propriétaire « Vous leur avez vraiment dit de se garer où ils voulaient ?» Lorsqu'elle a répondu « Oui », le juge a répliqué « Alors de quel problème parlons-nous ?» Et c'est tout. Nous avons obtenu l'entièreté de ce que l'on réclamait, et cette grognasse a dû payer pour refaire sa propre pelouse. La prochaine fois que tu diras à quelqu'un de se garer où il veut, tu ferais mieux de le penser. Ou, au moins, n'essaie pas de la mettre à l'envers à quelqu'un qui a fait ce que tu as dit. Je vous ai autorisé par mail à faire quelque chose, mais je vais contester devant un tribunal le fait de vous avoir autorisé à faire cette chose. Je suis stupide. L'histoire suivante est postée par Mr Pepper. Il y a une dizaine d'années, alors que je venais de terminer mes études secondaires, j'ai trouvé un job d'été dans un magasin de location de bateaux, d'appâts et d'articles de pêche situé au bord d'un lac. Mon patron, Joe, a hérité du magasin de son père et est très fier de faire tourner l'entreprise familiale. Mais il n'était pas du genre à supporter les bêtises et prenait manifestement très à cœur le fait qu'un client se plaigne de quoi que ce soit en rapport avec le magasin qu'il aimait tant. Notre lac était une destination de pêche aux poissons trophées assez populaire en raison de la taille des truites maquinots locales. Le patron voulait récompenser les gens qui s'y prenaient à l'avance et ne facturait jamais le prix d'été, environ 150 $ de plus par jour, sur les réservations. Naturellement, cela a eu pour conséquence que nos bateaux ont été réservés des semaines à l'avance. Le hic, c'est que nous exigeons un dépôt de garantie de 100 $ entièrement remboursable. Nous avons dit que c'était en cas de dommage, mais c'est surtout pour garantir le retour du bateau. Bien sûr, chaque année, de nombreuses personnes ont contesté cette politique. En 3 ans, j'ai vu cela se produire des douzaines de fois. Le patron était un génie de l'obéissance malicieuse. Lorsqu'un client refusait de payer la caution, Joe déclarait que la caution n'était pas négociable. Presque toujours, le client déclare alors qu'il annule sa réservation,
qu'il ne fera plus jamais affaire ici et récite généralement tout le manifeste de Karen. Joe accepte joyeusement, met les documents dans la déchiqueteuse et renvoie les clients. Voyez-vous, chers auditeurs, des 3 marinas du lac, nous étions les seuls à louer des bateaux. Les 2 autres ne louaient que de l'espace pour amarrer les bateaux. Ils ne posaient jamais de questions sur nos concurrents, alors Joe n'avait aucune raison de les informer. Sans faute, dans l'heure qui suivait, le client était de retour, ayant réalisé qu'il ne pouvait pas obtenir de bateau ailleurs. En général, à ce moment-là, il y a du monde, ce qui signifie que je réponds bruyamment à des questions sur la location de bateaux pour d'autres clients, et que les copains de pêche ou les enfants impatients de l'ex-client pénible lui mettent la pression pour prendre le bateau. À contre-cœur, ils demandent leur bateau. Joe feignait l'inquiétude et leur disait que, malheureusement, tous les bateaux étaient réservés depuis des semaines et que nous ne pouvions donc pas répondre aux demandes de location sans réservation. Mais par chance, nous avions eu une annulation plus tôt dans la journée. Comme ils n'ont pas de réservation, nous devons leur facturer le prix des vacances d'été. Oh, et pour votre information, nous exigeons un dépôt de garantie de 100$, entièrement remboursable pour toutes les locations. J'espère que ça vous va. Opi a posté un petit edit. Clarification, parce que cela revient souvent dans les commentaires. Les clients ont été informés de l'exigence de dépôt lorsqu'ils ont fait la réservation, mais ils n'ont pas eu besoin de payer quoi que ce soit jusqu'au jour de la location. Nous n'avons pas exigé de dépôt à l'avance pour garantir la réservation, mais nous avons honoré la réservation jusqu'à midi si aucun paiement n'avait été reçu, ce dont nous les avons également informés. La plupart des gens ont choisi de payer le jour même. Il est vite revenu sur sa parole, le client. Il avait pas dit qu'il ferait plus jamais affaire avec ce service de location de bateau ? C'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager, sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait, et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous et ils me motivent à continuer. Les plateformes de soutien sont en description si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.